Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté, les NEET, des jeunes vulnérables. On en parle avec Camille Toubiana, elle est directrice générale d'EPID. Elle nous expliquera tout sur son engagement et sur ce programme d'accompagnement à destination de ces jeunes. Le cercle RH, pour parler de sexisme et d'égalité professionnelle en 2025, on va en parler à l'occasion d'un baromètre publié chaque année et que nous présentons d'ailleurs, nous, ici, Smart Job, chaque année. On en parlera avec 3 expertes et Brigitte Grésy en particulier, qui est l'ancienne présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Delphine Pouponneau nous accompagnera, ainsi qu'Aurélie Judelin. Voilà le programme de Smart Job. Et on terminera notre émission Fenêtre sur l'emploi, l'environnement de travail et la génération Z. Ça, c'est un sujet d'actualité pour les RH. On en parlera avec Séverine Pilverdier, elle est présidente d'IDET. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler des jeunes, de jeunes vulnérables, on les appelait les NEET, ces jeunes déscolarisés qui avaient quitté leur filière scolaire et qui erraient pour certains d'entre eux. Ils sont accueillis dans les EPID. On en parle avec vous, Camille Toubiana, vous en êtes la directrice générale. D'abord, c'est peut-être pas assez médiatique et c'est tout l'intérêt de votre présence. Qu'est-ce que sont ces établissements, ces EPID? Qu'est-ce qu'on y fait et qui on accueille? L'EPID, donc l'acronyme Établissement public d'insertion dans l'emploi. C'est un dispositif singulier, unique en France, qui accompagne les jeunes âgés de 17 à 25 ans, des jeunes qui présentent des fragilités très importantes, que nous accueillons en internat pendant une durée moyenne de 10 mois, mais ils peuvent y rester jusqu'à 24 mois, pour les accompagner vers l'insertion sociale et professionnelle. Ils sont hébergés, comme je le disais, en continu, c'est-à-dire que nos centres aujourd'hui sont ouverts 365 jours sur 365 pour permettre justement d'accueillir des jeunes qui sont par exemple en errance, en rupture familiale, des jeunes qui sont sortis de l'aide sociale à l'enfance pour éviter les ruptures de parcours lorsqu'ils sont accompagnés. Quand on sort de l'ASE, pour beaucoup, si on ne va pas dans l'EPID, on repart à la rue. On peut repartir à la rue, ce n'est pas le dispositif que je connais le mieux, mais en tout cas aujourd'hui l'EPID est une solution pour ces jeunes qui, lorsqu'ils sortent de l'aide sociale à l'enfance, n'ont pas de logement, n'ont pas de formation ou n'ont pas encore un emploi. Donc l'EPID, c'est environ 4200 jeunes qui sont accompagnés par an. Nous allons fêter nos 20 ans cette année, en 2025. Et donc ce sont 20 années, 20 centres et plus de 50 000 jeunes accompagnés au cours de ces 20 années. On parlera de SAS Emploi à Bordeaux, mais revenons un instant quand même sur la manière dont vous encadrez, puisqu'on parle d'encadrement, de formation. C'est pas militaire, mais c'est très cadré. On lève les drapeaux, on se lève à 6 h du matin. C'est-à-dire que vous les engagez dans un processus de construction, de reconstruction pour atteindre une formation et atteindre la confiance. C'est exactement cela. L'objectif, c'est leur redonner confiance, voire parfois leur donner confiance dans un cadre exigeant, mais un cadre bienveillant. Pour ces jeunes qui parfois ont vécu véritablement des situations très très difficiles avant de nous rejoindre. Et ils nous rejoignent d'ailleurs sur la base du volontariat. Car ils sont motivés pour venir. C'est vraiment une décision fondamentale qu'ils prennent en rejoignant l'EPID. C'est ce qui crée un avant et un après dans leur trajectoire de vie. Mais ils sont aussi courageux, car j'ai parlé de l'internat. Et donc l'internat suppose aussi le collectif, des chambres qui ne sont pas individuelles. Le vivre ensemble. À 4 ou 5, exactement. C'est le vivre ensemble avec des jeunes qui ont eu aussi d'autres parcours différents des leurs et qui sont parfois difficiles à accueillir. Et donc, il y a une véritable motivation, une envie de ces jeunes de se redonner une chance pour pouvoir s'insérer socialement, j'y tiens aussi, et professionnellement. Parce qu'il est vrai que... Ouais, parce qu'il y a quand même l'enjeu de... On quitte l'espace, ce lieu, lorsqu'on a trouvé une formation, parfois un emploi, ou qu'on a repris tout simplement un cycle scolaire. La moyenne d'âge, j'ai vu que c'était 19 ans, moyenne d'âge. Exactement. Donc c'est des jeunes qui après peuvent passer en alternance, en CAP, en filière générale. C'est bien ça l'objectif.
Tout à fait, qui partent pour beaucoup en CDI, puisque 70% de nos jeunes que nous accompagnons sortent au bout de 10 mois de parcours, soit en formation, soit en emploi. Et tout au long de ces 10 mois, ils bénéficient vraiment d'un accompagnement individualisé et à 360 sur l'ensemble des champs. Donc je le disais tout à l'heure, un accompagnement social, puisque la première des choses, en tout cas dans les premiers jours de leur arrivée, lorsqu'ils passent les portes de l'EPID, c'est de rencontrer un médecin pour avoir une visite médicale. Pour certains d'entre eux, ils n'ont jamais vu de dentiste, ils ont besoin de lunettes, tout simplement. Pour les jeunes femmes, elles n'ont jamais vu de gynécologue. On précise que ce ne sont pas des délinquants, qu'il n'y ait pas de malentendus sur ce profil de ces jeunes. C'est des jeunes brisés par leur vie personnelle, par leur vie familiale parfois, mais ce n'est pas l'antichambre de la prison. Non, absolument pas. Il faut bien le préciser. Il faut bien le préciser. C'est l'antichambre de la formation. Voilà, ce sont des jeunes qui, pour diverses raisons, ont décroché à l'école. Nous accueillons aussi des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et ce sont des jeunes qui ont besoin d'un cadre et qu'on leur montre une direction. Et je le disais, l'accompagnement à 360 sur le champ social, mais aussi au cours de leur parcours. Ils vont avoir une remise à niveau en mathématiques, en français. Il y a une dimension sportive qui est naturellement très importante, tout à fait. On va au niveau de l'alimentation aussi les aider à mieux se nourrir puisqu'ils prennent tous leurs repas chez nous, manger des légumes sainement et équilibrés à des horaires précis. Et le téléphone portable aussi, on fait attention. Le téléphone portable, on fait attention au téléphone portable. Exactement. Pour les jeunes qui peuvent éventuellement avoir des addictions, on les accompagne aussi sur ce champ de l'addiction. Sur le champ de la santé mentale, bien évidemment, nous avons des psychologues qui interviennent au sein de nos centres pour... Et puis, pardon, je tiens à le dire aussi, ils passent leur permis de conduire. Important. Pardon, c'est ce que vous alliez peut-être absolument, dire. qui est la clé aussi de la liberté. Exactement, puisque c'est un frein très clairement à l'insertion professionnelle et donc ils sont 80. Le permis de conduire leur est financé à 80% de nos jeunes. Merci Camille Toubiana d'être venue nous faire partager votre engagement, parce qu'il y a beaucoup d'engagement dans ce que vous nous dites. L'EPID, service public, 100% public, financé par l'État, faut-il le préciser, à destination de ces jeunes qui se reconstruisent en très grande majorité, parce que les chiffres que vous avancez sont exceptionnels. Merci de nous avoir rendu visite et je vous dis à très très bientôt. Vous allez revenir continuer à nous parler de votre aventure humaine. Merci beaucoup. Merci, c'est un vrai plaisir. On tourne une page, on parle du sexisme en entreprise, qui est un autre sujet d'actualité fort. Où en sont les chiffres? On va revenir évidemment sur l'observatoire de Stop Égalité. On reviendra évidemment sur cet observatoire que l'on communique, sur lequel on communique et qu'on commande d'ailleurs dans chacune de nos émissions chaque année. J'accueille mes invités, c'est le Cercle RH et c'est tout de suite. Le Cercle RH, le débat de Smart Job pour parler du sexisme. État des lieux en 2025, à l'occasion de ce baromètre Stop. On y reviendra dans quelques instants avec mes invités, avec des chiffres toujours effectivement très forts en matière de sexisme ordinaire. On va les commenter dans quelques instants. 3 expertes de ce sujet. D'abord, Brigitte Grésy, merci de nous faire l'honneur de nous rendre visite tous les 2 ans avec le baromètre sous le bras, parce que vous êtes à l'origine de cet acronyme #Stop comme entreprise. On dit stop et on dira stop, et stop au sexisme d'ailleurs. On va commenter votre baromètre. 13 000 personnes qui ont voté, c'est quand même un chiffre et un panel signifiant. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancienne présidente au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Delphine Pouponneau, merci d'être là. C'est la première fois que vous venez sur notre plateau et c'est un vrai plaisir. Coprésidente de l'AFMD, l'Agence française des managers de la diversité, association. Et vous êtes directrice, vous, diversité QVT, inclusion au sein du groupe Orange. Merci d'être avec nous. Et vous portez, évidemment, vous faites en sorte d'embarquer les entreprises pour signer la charte. Je sais que vous allez nous en parler dans quelques instants. Aurélie Judelin est avec nous. Bonjour Aurélie. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directrice générale d'Équilibre, spécialiste de l'égalité professionnelle femmes-hommes. On reviendra sur l'index qui est en train d'être revu et corrigé, puisque pour l'instant, il n'y en a pas. Vous appartenez au groupe TELUS Health et vous n'êtes, vous, pas membre
de ce cercle parce que vous ne pouvez pas. Oui. Mais en revanche, vous poussez vos clients à entrer et à signer cette charte. D'abord, Brigitte Grésy, un peu un regard panoramique. Ça a été créé par 3 acteurs et aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Est-ce que vous êtes fiers de ce bébé qui commence à se développer et je dirais à éveiller les consciences de manière très large? Les 3 fondatrices, c'était donc L'Oréal et Accor. Et effectivement, c'est elles qui ont vraiment mis cette charte sur la table. Et au départ, on était soit 50, 70 entreprises. Elles ont mené ça d'une main de maître et ensuite ça a été repris par la FMD qui l'a repris également très bien, avec des réunions tous les trimestres, ce qui fait que le feu sacré était entretenu au fil des années. Et maintenant, on est à 300 entreprises et avec une charte qui engage les entreprises. Et tous les 2 ans, ce baromètre, c'est un baromètre de ressenti. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un baromètre qui permet à la fois d'avoir une valeur pédagogique. Parce que quand je réponds à des questions, est-ce qu'on te coupe la parole en réunion? On se dit, tiens, on me coupe la parole, ça veut dire que c'est du sexisme. Ouais. Donc ça a une valeur à la fois pédagogique. Ça réallume des petites lumières. Absolument. Et puis, ça a une valeur d'évaluation du ressenti, avec toujours le bémol qui est que plus on sait ce qu'est le sexisme, plus on est mobilisé, plus on déclare, et donc plus les chiffres sont importants. C'est pour ça que le 77% de femmes qui se disent être victimes de sexisme n'est pas très lointain du chiffre d'il y a 2 ans, où on était à plus de 80, et pas très lointain du chiffre de 2013, moi qui était le premier baromètre un peu de ce genre, parce que petit à petit, eh bien, on sait ce que c'est et on déclare plus. C'est vrai pour ce sujet, c'est vrai pour d'autres sujets, c'est des sujets autour des viols, des agressions des femmes. Il y a une prise de conscience, on va plus facilement à la police pour le déclarer. Delphine Pouponneau, quel regard vous portez? Parce que vous avez, vous, un rôle de promouvoir, vous portez la lanterne et vous allez voir les entreprises en disant « allez la signer ». Moi, je constate quand même, et vous allez nous le confirmer, que celles qui ont signé cette charte, les salariés disent on voit la différence. Voilà. Si l'entreprise est plus engagée, il se passe des choses. C'est ça votre mission. Oui, tout à fait. Alors, juste la FMD, donc Association française des managers de la diversité, nous, on aide les employeurs à développer effectivement tout ce qui permet l'inclusion, la diversité et l'inclusion. Et depuis 2021, on a repris l'initiative STOP, parce qu'on avait déjà pas mal d'adhérents au sein de la FMD. Et l'objectif, c'est vraiment ça. C'est de partager, de fédérer, de mettre en visibilité des outils. On a créé un e-learning qui se déploie effectivement dans toutes les entreprises adhérentes à STOP. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 46 000 collaborateurs de ces différentes entreprises. Ils ont accès quoi? Smartphone, ils ont un code, ils ont une plateforme. Ça se déploie dans toutes les entreprises. Et l'idée, c'est vraiment du partage de bonnes pratiques et d'aider les entreprises à mesurer, d'où l'importance aussi du baromètre. Ça fait partie de l'acte d'engagement que les entreprises signent, mesurer et avoir des indicateurs de suivi. Et le baromètre STOP permet ça. Aujourd'hui, on a eu 19 entreprises signataires de l'acte d'engagement qui ont effectivement participé au baromètre. Et donc, on continue le sujet. Je précise quand même que toute la vertu aussi de cette initiative, ce ne sont pas que des mots, ce sont des formations, ce sont des accompagnements, c'est ce que vous évoquez, ce sont des vidéos, c'est de la sensibilisation, c'est de la prise de conscience. Vous, votre mission, cabinet de conseil Equilibre, parce que vous êtes spécialisé justement sur ces enjeux notamment d'égalité femmes-hommes. D'abord, on en parlera, mais l'index est à plat. Donc il faut attendre le nouvel index, parce que c'est un outil très important pour les entreprises, pour mesurer. Qu'est-ce que vous leur dites à vos entreprises que vous accompagnez ? Alors déjà, on les accompagne et on les encourage effectivement à signer cet acte d'engagement, puisque c'est déjà un premier pas. Et puis en fait, notre enjeu, nous, c'est de transformer des pratiques de travail et de faire en sorte que l'égalité formelle se traduise en actes réels et significatifs dans le quotidien des entreprises et dans le quotidien des managers, des manageuses, des collaborateurs et des collaboratrices. Donc effectivement, nous, on a plutôt un accompagnement, j'allais dire, à 3 niveaux, c'est-à-dire on va évidemment avoir des activités d'audit avec des analyses de rémunération comparée, etc., pour factualiser un petit peu les choses. On va avoir beaucoup d'accompagnement sur la partie formation, parce que comme vous le mentionniez, en fait, c'est le nerf de la guerre. Il est
très important de former l'intégralité des salariés. Ce n'est pas un sujet de femmes uniquement. Jusqu'au COMEX. De tout en haut. Ça commence par le COMEX. Nous sommes d'accord. En commençant par le COMEX. Et puis, évidemment, on s'assure également que tous les dispositifs sont connus et en place pour remonter d'éventuels signalements, de manière à ce que des sanctions soient effectivement mises en œuvre dans le cadre de débordements dans l'entreprise. Alors, sans être inondé de chiffres, c'est intéressant de voir le face-à-face, alors parfois les mains tendues et parfois le face-à-face entre les femmes et les hommes. 2 femmes sur 3 affirment avoir vécu un comportement sexiste en réunion, c'est-à-dire des attitudes, c'est du sexisme ordinaire, des blagues. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire j'ai de l'autre côté de la barrière, c'est un peu impropre, on a des hommes, 4 hommes sur 10, qui considèrent que la promotion de l'égalité femmes-hommes aboutit aujourd'hui à discriminer les hommes issus d'un sondage national. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça vous dit qu'il faut quand même continuer à accélérer et rien lâcher, quoi? Alors, ce que nous dit ce baromètre, c'est que il y a un accord, un consensus sur un bilan, qui est qu'il y a encore beaucoup de sexisme, qu'il faut que les entreprises s'engagent, que les hommes doivent s'engager, que ça perturbe et que ça crée de la souffrance. Hommes et femmes sont d'accord là-dessus. Mais s'ils sont d'accord sur le diagnostic et l'objectif, qui est de lutter plus encore, ils sont en désaccord sur les moyens et sur des diagnostics séparés. C'est-à-dire, on a une femme sur 2, et ça c'est quand même énorme, qui trouve que il y a des écarts de rémunération trop importants pour un travail de valeur égale. Ce qu'évoquait Aurélie tout à l'heure. Une femme sur 2 qui dit que leurs compétences ne sont pas assez valorisées. Ça, une femme sur 2 qui dit que les compétences des femmes managers... Ça, c'est le fil rouge qui ressort. ...ne sont pas assez valorisées. C'est énorme, une femme sur 2. Donc, on a ça. Et par exemple, en face, seulement 12% des hommes disent « Ah oui, peut-être qu'il y a des écarts de rémunération. » Et par ailleurs, la moitié des hommes disent qu'il n'y a pas d'impact entre la charge parentale et l'égalité professionnelle. Ça, moi, ça a été la découverte la pire, c'est-à-dire que la moitié des hommes disent qu'il n'y a pas de lien entre la charge de la parentalité et l'égalité. Mais vous pensez qu'on régresse, Brigitte Grésy, ou pas? Excusez-moi, quand j'entends ça, je me dis que malgré le travail que vous faites, malgré la pédagogie, on recule là. Moi, je trouve que le baromètre est parfaitement en écho avec d'autres types d'enquêtes qui ont eu lieu, notamment le HE, etc. C'est-à-dire que, et surtout dans la population jeune, parce qu'on dit 77%, mais 86%... C'est pas les seniors, c'est les jeunes aussi. Il y a une bipolarisation croissante, avec une forme de rétrécissement des hommes sur un statut ancien. C'est ça. Et un renouveau des stéréotypes. Et avec des femmes qui sont de plus en plus allantes, alertes et demandant plus... Et donc ça crée des frictions. Ça crée des frictions. Et pour ma part, je pense que c'est ça sur lequel il faut travailler aujourd'hui. C'est cet écart. Delphine Pouponneau, vous vouliez intervenir parce que... Oui, parce qu'effectivement, avec la FMD, on sort aussi une enquête avec la conférence des grandes écoles pour justement interroger les stéréotypes de genre dans les écoles de management et les écoles d'ingénieurs. Et on voit qu'effectivement, les stéréotypes perdurent et on a du mal à déconstruire... Perdurent et progressent, moi j'entends. Et voir progressent. Donc il y a un vrai enjeu à continuer et à commencer très très jeune, parce qu'on voit bien que c'est très jeune que cette dichotomie apparaît. Aurélie Judelin, on entend l'enjeu pédagogique de prendre le temps d'expliquer, mais on voit aussi qu'il y a des frottements, qu'il y a des difficultés, il y a des zones de tension. Oui. Vous les ressentez, vous aussi, avec vos clients, avec cette espèce de résistance, en disant, attendez, ça commence à bien faire, ça va trop loin, tout ça? Oui, alors, en fait, on le constate au quotidien et depuis, on va dire, 18 mois, 2 ans, dans l'explosion des enquêtes pour faits présumés de harcèlement. C'est-à-dire que en fait, la corde se tire et puis quand elle lâche, effectivement, la parole se libère et on a de plus en plus d'interventions sur ces sujets. Alors, on parle bien d'enquête présumée, hein, donc on n'est pas toujours dans des cas avérés de harcèlement, que ce soit du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel, mais on se rend bien compte qu'effectivement de cette bipolarité et puis du fait que probablement que dans ce combat pour l'égalité, les hommes se sentent vraiment clairement mis de côté. Alors qu'on se rend bien compte que dans toutes les actions qui sont en lien avec l'égalité salariale ou l'égalité professionnelle, ces actions peuvent aussi
en fait, profiter aux hommes. Puisque quand on parle d'un équilibre vie perso, vie pro... Les hommes aussi y aspirent. En fait, les hommes aussi aspirent à avoir davantage de temps libre ou à pouvoir équilibrer leur temps davantage. Mais comment on réconcilie? Vous avez un regard d'experte aussi, une vision politique, parce que c'est un sujet politique au fond tout ça. Comment on les réconcilie, ces femmes et ces hommes? C'est pas un club de femmes, stop. Il y a les hommes et les femmes. Non, mais c'est important de le préciser. C'est pas des femmes qui parlent entre femmes de leurs difficultés, voire même de leurs souffrances. Comment on réconcilie ces deux pôles qui semblent aujourd'hui s'éloigner de plus en plus? Je crois qu'il faut parler un langage de vérité, parce que ça suffit pas, je pense, de dire que l'égalité, c'est bénéfique pour tout le monde. Les quotas, c'est quand même une arme qui, finalement, empêche certains hommes d'accéder facilement à des postes. Copé-Zimmermann, Rixin. Que la cooptation, c'était des quotas déguisés qui empêchaient les femmes d'accéder. Donc, c'est une forme de parallélisme. Mais il faut parler le langage de la vérité. Le langage de la vérité, c'est que les hommes ne vont pas dans la sphère privée. Et ça, il faut le dire. Il y a des balbutiements, des frémissements, etc. Mais quand on regarde les enquêtes de l'INSEE, ça ne bouge pas beaucoup. Et ça veut dire qu'il faut complètement transformer le récit. Il faut transformer le récit de la parentalité. La parentalité, c'est quelque chose qui est inhérent aux salariés et pas seulement au moment de la naissance. C'est quoi? C'est rassurer l'homme, lui dire tu peux le faire aussi? C'est pas le rassurer. Il t'est dédié cet espace? C'est lui dire que s'il est performant dans la sphère privée, c'est parce qu'il y a un écosystème autour de lui qui lui garantit on revient sur ce chiffre qui vous a heurté. Donc il est complètement dépendant. Ils sont complètement dépendants, en fait. Donc ils n'ont pas. Vous nous dites quand même en plateau là aujourd'hui, on est en 2025, il n'y a pas de compréhension. Ils n'ont pas compréhension que s'ils réussissent aujourd'hui professionnellement, c'est parce qu'à côté, quelqu'un fait le job. Il n'y a pas de compréhension et surtout, il n'y a pas encore suffisamment de considération pour les femmes. Les femmes ne sont toujours pas légitimes parce que dans leur tête, ce qui appartient à la sphère privée n'est pas valorisé et délégitimé. Et tout notre combat, ce sera de montrer que la sphère privée, elle crée des compétences valorisables autant que la sphère publique. J'ai quand même deux directrices sur le plateau, dans leur vie privée et professionnelle. Vous en avez bavé pour y arriver? Parce que c'est si difficile que ça que de devenir directrice et directrice. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il faut aussi aider les hommes qui veulent prendre cette part de charge parentale à les aider. Parce que là aussi, il y a des stéréotypes. On entend souvent... la personne qui veut aller chercher son enfant l'homme qui veut chercher son enfant à 4 heures, on lui dit t'es à temps partiel. Donc là aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on lutte pour permettre à ces hommes-là aussi de jouer leur rôle. On a plus le temps, c'est quand même le rôle des managers d'avoir un discours eux aussi de relais, de courroie de transmission en disant à un collaborateur, je t'autorise à le faire. S'il y a la pression, je ne le fais pas. Et congé paternité, il faut le pousser aussi, il faut montrer l'exemple. Ils ne le prennent pas tous. Non, ils ne le prennent pas tous. D'où le rôle d'exemplarité qu'ont effectivement les membres de COMEX, les directeurs, etc. Brigitte Gudlin, avant de nous quitter, directrice générale d'une entreprise qui justement fait du conseil sur ces sujets. Oui. Vous en faites du conseil, vous les voyez, les CEO, comme on dit. Oui. Vous avez un discours de vérité comme ça, en leur parlant droit dans les yeux? Ah, il faut. En fait, je pense que de toute façon, on n'a plus le choix. À l'heure où on en est, vu le peu d'avancement que nous constatons, en fait, il faut avoir ce discours de vérité. Et surtout, en fait, il faut avoir un lien direct entre les défis qui nous attendent sur le marché du travail, donc des enjeux d'efficacité, et la nécessité d'avancer sur ce sujet. Donc, pour moi, c'est intimement corrélé. Un tout dernier mot, on est en retard. Mais non, mais je veux dire que c'est bien joli de dire les femmes à la maison et les hommes au travail, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, le taux de divorce est d'1 sur 3. Les femmes, elles doivent avoir accès à l'émancipation économique. Débat passionnant, mesdames, avec beaucoup de questions. Merci à vous, Brigitte Grésy. Merci, Delphine Pouponneau, coprésidente à FMD. Merci, Stop, vous en êtes l'une des créatrices, et Aurélie Judelin, directrice générale d'Équilibre, cabinet de conseil. Merci à vous trois, mesdames. C'est un vrai plaisir. Et vous revenez quand vous voulez nous parler de ces sujets qui semblent reculer quand même doucement, mais sûrement. La suite, fenêtre sur l'emploi pour parler de l'environnement de travail, mais de la génération Z, la Gen Z. C'est compliqué, on en parle. Fenêtre sur l'emploi pour parler d'un sujet dont on parle beaucoup dans notre émission, la Gen Z, la génération Z, ces jeunes qui arrivent en entreprise et l'environnement de travail. On en parle avec vous, Séverine Pilverdier, vous êtes présidente d'IDEE,
Alors, IDEE, c'est quoi d'abord pour commencer? Alors, IDEE, c'est l'association, et donc ça signifie inspirer et développer des environnements de travail. Et donc, c'est une association qui regroupe 2000 professionnels des environnements de travail. Elle est née en 1975 et donc on fête les 50 ans cette année. 50 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. Mais on va parler de la génération Z. Et pas Y. Et pas Y. Comment on fait pour accueillir, et vous qui observez finalement ces environnements de travail, et vous êtes vous-même directrice des environnements de travail dans une célèbre banque française, comment vous les accueillez? Comment on doit les accueillir? Alors déjà, il faut savoir qui ils sont. Donc déjà, la génération Z, c'est des individus qui sont nés entre 1995 et 2012. Après, en fait, il faut savoir aussi qu'ils arrivent massivement sur le marché du travail. Ils représentent 30% de la population mondiale et aujourd'hui, c'est un peu plus d'un quart des actifs en Europe. C'est la génération ultra connectée. Je l'avais dit déjà il y a un an lorsque je suis intervenue auprès de vous. C'est ceux qui sont nés avec le smartphone dans la main et donc qui ont le Wi-Fi dans le berceau. Donc du coup, c'est une population qui est très très connectée. 97% des moins de 27 ans ont un smartphone intelligent. Et 70% donc, affirment que la technologie sur le lieu de travail influence directement leur motivation. Donc ça veut dire, vous me parlez du berceau, donc j'imagine que le berceau n'est pas connecté, mais en tout cas leur bureau doit l'être. Ils ont des exigences dans les espaces de travail et ils veulent de l'hybride, si j'ai bien compris. Oui, parce qu'en fait, du coup, il y a plusieurs critères. Donc, effectivement, pour qu'ils soient vraiment à l'aise, il faut qu'on revoie complètement, qu'on transforme les entreprises. Et pour ça, il y a 4 leviers. Le premier, ça va être l'espace de travail en lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c'est fini les open space qui sont impersonnels et c'est surtout fini les bureaux fermés. En fait, ils veulent des espaces qui sont modulables, qui sont complètement hybrides. Donc, les petites cabines où on peut s'enfermer pour travailler, des espaces où on peut partager, c'est un peu ça. Exactement, ce qu'on appelle des bureaux vivants. Donc, on peut retrouver des canapés, on va retrouver aussi des jardins intérieurs, on va retrouver des phone box pour effectivement s'isoler. C'est ça. Et on va trouver des espaces collaboratifs, mais aussi des bureaux dits de concentration. Donc ça, c'est tout en fait l'espace de travail qui est modulable. Après, le deuxième levier, ils font attention à leur santé mentale. Ça, c'est vrai. Et au bien-être. Qui est impacté, faut le préciser. Oui. La Gen Z est très impactée par des enjeux de santé mentale. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont plus impressionnés par le baby-foot qui est sur site, ni la corbeille de fruits qu'on reçoit le matin. En fait, ce qu'ils veulent, c'est des services qui sont utiles et qui sont alignés avec leurs valeurs. Leurs valeurs, en fait, c'est quand même des gens qui sont... Effectivement, ils passent en une seconde, on va dire, du réel ou virtuel, mais par contre, ils ne sont pas du tout déconnectés de la vie réelle qui les entoure. Ça me rassure. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont toujours connu la crise. C'est des jeunes qui ont connu la crise sanitaire, la crise économique, la crise climatique. Ils sont dans la guerre en Ukraine et en plus, ils ont toutes les tensions sociales. Donc en fait, ils veulent du sens et ils veulent des entreprises qui s'engagent. Mais et vous quand même, vous êtes aussi une responsable de l'environnement de travail. Une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'on a défini le portrait robot de cette Gen Z, est-ce que c'est un casse-tête pour l'entreprise? Parce qu'ils ont beaucoup d'exigences, mais l'entreprise, elle en a aussi à leur égard. Elle en a, sauf qu'en fait, on a un peu changé de paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on était sur c'est l'entreprise qui va choisir le candidat. Et en fait, maintenant, c'est le candidat, Génération Z, qui va sélectionner son entreprise. Et donc, du coup, pour qu'on attire les meilleurs, il faut qu'on se transforme. Donc, on se transforme par l'espace de travail, j'ai dit précédemment. On met effectivement des services qui concernent le bien-être. On peut créer, par exemple, des cours de yoga. Chez Doctolib, ils mettent des cours de psychologie. Oui. On va voir aussi naître des jours de congé par rapport pour la santé mentale, pour la déconnexion. Et 53% des jeunes quitteraient un emploi s'ils se sentent mal encadrés ou stressés, même si le salaire est bon. Ça, c'est vrai qu'ils sont capables de partir très vite et de claquer la porte. Un mot quand même sur les engagements de l'entreprise. Je sais qu'ils sont très exigeants au moment du recrutement sur le mécénat de compétences, l'engagement RSE, des enjeux climatiques. Ça aussi, c'est un élément fort. En fait, ils attendent effectivement que que l'entreprise soit engagée sociétalement et de façon environnementale. Donc en fait, la RSE, c'est plus du tout c'est plus une option en fait. C'est vraiment le critère de fidélisation. C'est que ça en fait. Si jamais l'entreprise ne démontre pas par des actions qu'elle bouge, et qu'elle fait que des mots, en fait, le candidat n'ira pas vers ces entreprises-là. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se manquer, quoi. Il faut que non. Et la Génération Z est tout à fait capable, lors d'un entretien devant le recruteur, de demander est-ce que je pourrais avoir le bilan carbone de votre entreprise ou citez-moi concrètement des actions que vous faites sur l'inclusion. Passionnant, passionnant. Merci en tout cas à Séverine Pilverdier d'être venue nous rendre visite parce que vous aviez préparé très consciencieusement cette rencontre. Merci beaucoup. Vous êtes la présidente d'IDEE et vous êtes vous-même directrice de l'environnement de travail, c'est-à-dire confrontée aux enjeux que vous venez de poser sur la table il y a quelques instants, ce qui n'est pas simple. Exactement. Merci à vous. Et je vous dis à très très bientôt pour peut-être une prochaine analyse de l'évolution de la Gen Z. Merci de nous avoir rendu visite. L'émission est terminée. Merci à vous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe, évidemment. Romain à la réalisation, Saïd au son. Merci à Nicolas Juchat, l'incontournable. Merci à Alexis pour l'accueil invité et l'équipe de programmation. Merci à vous et je vous dis à très bientôt, évidemment. Merci pour votre fidélité. Bye bye.